Depuis Goma où il se trouve, Martin Kobler se félicite des opérations menées par les FARDC appuyées par la MONUSCO pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comment assurer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba? Le gouvernement et les bailleurs de fonds élargis à la société civile y ont réfléchi ce mercredi au même Lingotel. Antena, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. C'est toujours un privilège pour nous de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir. Commémoration hier, mardi 18 mars, à Goma, du premier anniversaire de la nomination de Mary Robinson au poste d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. La cérémonie s'est déroulée à Goma. Justement, où Mary Robinson a participé au lancement de la campagne Peace One Day qui ira jusqu'au 21 septembre prochain et qui vise à déclencher un processus de paix et de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Autre détail avec Damoumat. La première année du mandat de Mary Robinson en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac a été consacrée à la création et à l'avancement des éléments fondamentaux du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération. Un accord qui a permis aux acteurs régionaux et nationaux de s'engager mutuellement à mettre en œuvre des activités concrètes visant la résolution de causes profondes d'un conflit vieux de plus de 2 décennies. Toujours au cours de sa première année, l'on a assisté à la défaite du mouvement du M23 et à l'aboutissement du processus de Kampala avec la signature des déclarations de Nairobi au mois de décembre 2013. Au cours de son deuxième mandat, l'envoyé spécial compte récolter des véritables dividendes de la paix pour les populations de la région, particulièrement les femmes et les jeunes. En outre, elle compte appuyer de manière active des événements importants, notamment le sommet des jeunes de la CIRGL et le sommet des enfants de l'UNICEF pour la paix. Le souci majeur de Robinson étant celui de mettre un terme aux souffrances des populations de la région des Grands Lacs, des femmes et des jeunes, en particulier de l'Est de la RDC. Second titre de l'actualité, le gouvernement et les bailleurs des fonds élargis à la société civile se sont retrouvés ce mercredi 19 mars à l'hôtel Memling pour réfléchir sur la mise en œuvre du processus de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013. François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi, en a appelé à l'implication de tous les acteurs tels que nous fait dire Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzori. La mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba est une affaire de tous. Ceci explique la présence de François Mwamba-Tshimbi à cette réunion du gouvernement, bailleur de fonds élargi à la société civile et au secteur privé pour expliquer l'accord cadre d'Addis Abeba dans sa globalité et les mécanismes arrêtés pour sa mise en pratique effective. C'est ici pour moi l'occasion de m'adresser aux présidents, chefs de file et membres des groupes thématiques sectoriels pour solliciter leur implication personnelle en participant activement, chacun pour ce qui les concerne, d'abord à la journée de sensibilisation et de mise à niveau, ensuite à l'atelier technique d'élaboration de ces benchmarks nationaux et enfin au séminaire de validation projetée. Nous pouvons imaginer facilement qu'au terme d'un tel exercice, il soit fondé de penser que les recommandations qui seront formulées vont garantir la poursuite d'un dialogue harmonieux entre le gouvernement et nos partenaires traditionnels afin d'assurer une prise en compte efficiente des 6 engagements nationaux. Pour rappel, 11 pays africains sous les auspices des Nations Unies, de l'Union africaine et de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL, de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont conclu en date du 24 février 2013 à Addis Abeba cet accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Soucieux d'atteindre les objectifs assignés au MNS, François Mwamba sollicite l'implication de tous pour finaliser les critères et indicateurs indispensables pour la mise en œuvre efficace des engagements souscrits par la République démocratique du Congo au terme de l'accord cadre.
Et depuis Goma, où il séjourne, le patron de la mission onusienne au Congo, Martin Kobler, a livré à la presse la raison de son déplacement au siège des Nations Unies. Et pour ce qui est de la situation sécuritaire actuelle, Martin Kobler se dit satisfait des opérations menées conjointement par les forces armées de la République démocratique du Congo et les casques bleus de la MONUSCO et estime en même temps que la paix est loin d'être totalement gagnée en RD Congo. Dans Momad, Hugues Moussangilay. En séjour à Goma, le responsable de la MONUSCO juge fructueuses les opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre le mouvement rebelle. Les RDC, appuyés par la MONUSCO, ont remporté des succès qui sont absolument spectaculaires. Je pense qu'il faut en avoir bien conscience. Et ceci ne nous satisfait pas parce qu'il y a encore des populations, à l'heure où l'on parle, qui sont dans la forêt, sous la pression des groupes armés et qui ne regagnent pas leur village parce que la sécurité n'est pas encore là. Soulignons par ailleurs qu'au cours de son récent passage au Conseil de sécurité des Nations Unies, Martin Kobler a apporté des informations nécessaires sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo en vue d'enrichir les discussions sur les renouvellements éventuels du mandat de la MONUSCO. Il a également profité de l'occasion pour partager sa nouvelle vision de la force onusienne qu'il veut moderne pour prévenir tout conflit. Kobler a en outre fait l'écho aux membres du Conseil de sécurité du festival Amani, illustration de l'espoir de paix qui régnait dans l'est de la RDC. Au sujet des préoccupations, le patron de la MONUSCO a noté la problématique de la réintégration des éléments de groupes armés et la question de l'organisation des élections de 2016. Et depuis un certain temps, la ville de Butembo, dans le nord Kivu, traverse une situation sécuritaire particulièrement inquiétante. En effet, il a été signalé la recrudescence des viols, vols à main armée et autres kidnappings. Pour résoudre durablement ces problèmes, l'administration de cette ville a organisé ce mercredi une réunion de sécurité élargie aux représentants de la population. Merveille Kakoulé est notre correspondant sur place à Butembo. D'entrée des jeux, le maire de ville de Butembo a présenté ses excuses pour la réunion ayant avorté vendredi passé. Votre présence dans cette salle-ci-pa est une preuve éloquente de l'intérêt que vous portez à notre ville, a déclaré Sukuliva Sakamakala. Causes, conséquences et stratégies à mettre en œuvre ont été les leitmotifs de cette réunion de sécurité élargie à toutes les couches de la population. Pour le maire Sukuliva Sakamakala, une cause, principalement la manière de vivre dont les principes du moindre effort est la base. Les solutions sont diverses. Pour le colonel Blaise Dimundu, commissaire supérieur de la police nationale congolaise en ville de Butembo, l'année 2014 a mal commencé avec des enlèvements à répétition. Mi-2013, il ne s'est passé une nuit sans crépitement des balles débouchant sur mort d'homme. C'est grâce à la population que la police parvient tant bien que mal à s'acquitter de sa mission, celle de sécuriser la population et ses biens. Ale Lufungula, chef des centres des renseignements généraux, estime pour sa part que les réseaux de communication doivent s'assurer de l'identité réelle des abonnés. Car, pour lui, les télécommunications sont souvent utilisées par les bandits pour intimider leurs victimes et passer des transactions. Le représentant de la Direction générale des migrations a demandé à la population d'avoir confiance dans les services de sécurité. Pour cela, la crise de confiance doit prendre fin. Côté forces armées de la République démocratique du Congo, la population doit être vigilante, très vigilante. Les EDF et FDLR ne sont pas loin de la ville, rôdant autour de Butembo. Ils sont peut-être parmi nous, bénéficiant de plusieurs connivences des enfants de la région. C'est alarmé les représentants des FRDC à cette réunion. Merveille Gakouli Saliboko, Butembo, Antenne A. Il y a tellement eu d'accidents mortels sur le pont de la rivière Maïndombe. Nous sommes dans la province du Bandundu, alertés de la situation. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyoye a effectué une visite d'inspection. Il s'est également arrêté sur plusieurs autres sites. Et c'est un reportage signé Jean-Lumière Sekama. Plusieurs cas d'accidents de circulation ont été constatés sur la nationale numéro 1, dans son tronçon compris entre Kinshasa et le pont Kwango dans le Bandundu. Plus particulièrement pour le seul cas de janvier au niveau de pont Maïndombe, on a enregistré 8 cas d'accidents mortels. Le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Intérieur, des Transports, du gouverneur de la ville de Kinshasa et des autorités de la police nationale congolaise, a effectué une descente sur les lieux. Le lundi, on a eu un accident. Ils étaient 23 dans le camion. On a compté 6 survivants, 17 morts. 9 sont encore dans l'eau.
La population mal à l'aise. Nous sommes très mal à l'aise dans le véhicule au Maïndombe. Nous avons peur de circuler sur le pont de la rivière Maïndombe, qu'on nous l'arrange. Dans son parcours, le Premier ministre s'est arrêté sur les grands postes comme Tsele Makayabu, Menkao, Mayapembe ou encore plus loin au péage de Mongata avant de boucler cette visite au pont Kwango devant une foule nombreuse. L'objectif a été de s'informer des conditions de circulation sur cette route d'intérêt national et grenier de cette ville de Kinshasa. Des cas de tracasseries ont été relevés par les usagers de la route. Cette tournée d'inspection a été clôturée par une réunion sur la sécurité sur la nationale numéro 1. Le ministre de l'Intérieur en donne le contenu. C'est une grande réunion. Nous avons d'abord remercié le Premier ministre pour cette initiative parce qu'il y avait déjà beaucoup de plaintes. Et nous venons d'échanger sur le constat qui a été fait. Et nous avons pris une série de mesures qui seront mises sur la place publique dans quelques heures. Espérons que les mesures prises vont rétablir l'ordre sur la nationale numéro 1. Dans un autre registre, le Conseil provincial du syndicat national des médecins pour la ville de Kinshasa s'est réuni ce mardi 18 mars à son siège de Kasavubu à l'issue de cette rencontre des différents sectionnaires du SINAMED Kinshasa avec leur bureau exécutif provincial. Une déclaration a été lue, question de rappeler leurs revendications non encore satisfaites. Jean-Louis Sekama, Mathieu Ngadipouvi, commentaires et images. Le syndicat national des médecins, notamment son conseil provincial de Kinshasa, veut se rappeler au bon souvenir du gouvernement. Depuis plus de 3 ans, les médecins des services publics de l'État ont eu plusieurs négociations avec le gouvernement pour obtenir une amélioration de leur situation socio-professionnelle et cela sans succès. Les promesses sont toujours restées lettres mortes. En 2012, il a été convenu la signature d'un protocole d'accord assorti d'un chronogramme fixant les échéances et étapes d'exécution des points d'accord repris dans le document. En 2013, le gouvernement a demandé au SINAMED de s'impliquer dans les discussions budgétaires de l'exercice 2014 pour toute disposition utile. Et de conclure. À ce jour, le bilan des négociations entre les médecins des services publics de l'État et le gouvernement est nul. Ainsi, dans le souci de préserver la paix sociale, les médecins attendent la matérialisation des promesses du gouvernement de la République dès ce mois d'avril 2014. Ce genre de déclaration n'augure rien de bon, si ce n'est que le sentier de la grève. Espérons que le gouvernement en tiendra compte. Et puis les techniciens de laboratoires et biologistes médicaux de la République démocratique du Congo s'étaient réunis en assemblée générale élective dimanche dernier dans la salle des réunions du centre Lindunge à Limete. Au terme de cette rencontre, Manuel Kanyonga a été élu président de ce conseil national, Sylvie Fortuné Mboula. Ils veulent avoir une corporation responsable, forte et digne de son nom. Les techniciens de laboratoires et biologistes médicaux de la République démocratique du Congo, réunis en assemblée générale le dimanche 16 mars 2014, ont mis sur pied à l'issue de l'élection des membres dirigeants de cette structure. Ces biotechnologistes médicaux veulent à partir de cette structure redorer le blason de leur métier. Le biotechnologiste congolais doit être compétitif sur le marché. Les communs des mortels tels que nous sommes là, vous allez voir que les publications que la plupart des médecins, des pharmaciens et d'autres personnes publient, c'est le résultat de votre travail sur terrain. La paillasse, elle sert de tremplin pour les autres. Et aujourd'hui, nous devons changer les choses. Voilà pourquoi nous disons dans la compétitivité, les biotechnologistes doivent se prendre en charge. Et se prendre en charge sur le plan de la formation, sur le plan de suivi pendant l'exécution de son travail. Après la rencontre, Manuel Kanyonga a été élu président national, suivi de Bembongo Njipapi et Moukadi Pierre. Ils vont coordonner à l'avenir de la corporation pour un rendement efficace, profitable aux Congolais.
Ils ont œuvré pendant plusieurs années en qualité de journaliers à la Société nationale d'électricité dans le département provincial de distribution de Kinshasa et ses agents en ont ras-le-bol. Ils exigent la régularisation de leur situation sécuritaire. Anne-Marie Ossite pour les détails. Ce sont des journaliers de la Société nationale d'électricité qui ont travaillé comme dépanneurs, coupeurs, rétablisseurs, releveurs, facturiers, secrétaires et informaticiens. Ces derniers pressent à la satisfaction totale des autorités de la SNEL et de la clientèle. N'ayant pas toujours obtenu gain de cause quant à la régularisation de leur statut, ces journaliers ont estimé qu'il faut recourir à la justice car leur correspondance adressée aux autorités de la SNEL jusque-là est restée lettre morte. Jusqu'à ce jour, leur situation n'a pas été régularisée conformément aux prescrits des articles 40 alinéa 2 et 42 alinéa 1 du Code du travail. Nos clients ont eu à faire des démarches pour obtenir cette régularisation. Personnellement, ce qui n'a pas abouti, raison pour laquelle ils nous ont confié leur dossier en vue d'assurer la défense de leurs intérêts. En ce qui concerne les dossiers régularisation de la situation de nos clients, il n'existe aucune décision. Et voilà pourquoi nous disons que c'est aux autorités de la SNEL de nous dire exactement, parce que jusque-là, nous on est avocats, on n'a pas reçu une quelconque correspondance dans ce sens. Par ailleurs, ils n'exigent rien d'autre que leur statut soit régularisé dans un bref délai. Affaire à suivre. Politique et stratégie de développement des ressources humaines des services publics d'emploi, tel a été le thème de la rencontre des directeurs généraux membres de l'EMCEP tenue du 12 au 13 mars à Brazzaville. Cette rencontre à laquelle ont également pris part des experts du BIT, du PNUD et de la BAD a permis des échanges, des connaissances, expériences et perspectives sur le fonctionnement des SPE africains dans un contexte de chômage et de pauvreté. Alain Kiouka, reportage. Malgré un taux de croissance économique moyen de 5 à 6% en Afrique, la situation de l'emploi ne s'est guère améliorée. Il n'y a toujours pas une corrélation entre le taux de croissance et la création d'emplois. Pour trouver des solutions aux problèmes de chômage et de pauvreté qui minent le continent, il faut certes booster les investissements, mais également trouver une nette adéquation entre les compétences des ressources humaines, des services publics d'emploi et les attentes des demandeurs d'emploi. Voilà pourquoi, avec l'appui de l'Association mondiale des services d'emploi public, les directeurs généraux membres de l'AMCEP se sont retrouvés du 12 au 13 mars à Brazzaville pour échanger, débattre et proposer des pistes de solutions en vue d'adopter des meilleures politiques et stratégies de développement des ressources humaines des SPE. Comme l'a si bien souligné le ministre congolais de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Serge Blaise Oniaba, c'est par la formation que la compétence acquiert pour devenir une ressource pour l'entreprise. Pendant les travaux, la problématique de l'organisation et du fonctionnement des services publics d'emploi a été examinée à la loupe. La République démocratique du Congo, représentée à ses assises par le directeur général de l'Office national de l'emploi, Angélique Kikoudi-Eliane, a partagé son expérience en la matière. En effet, l'ONEM s'est positionné aujourd'hui comme un acteur pivot sur le marché du travail en RDC, malgré la faiblesse des moyens financiers et matériels. L'hôte des assises de Brazzaville, André Nyanga Elenga, directeur général de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre et président de l'Association africaine des services d'emploi public, a rappelé l'engagement des chefs d'État africains pris à Ouagadougou et Malabo de combattre le chômage et la pauvreté à tout prix. Parlons sport à présent avec la Commission nationale de lutte contre la corruption et violence dans les sports, qui est d'ailleurs une nouvelle structure installée récemment par le ministère de tutelle, à savoir le ministère des Sports. Alki Tengue, président de cette organisation, pense à la sensibilisation et à l'encadrement des supporters pour la bonne pratique des sports en République démocratique du Congo. Propos recueillis par Ndaye Lambouchi, Mathieu Ngadipovi et Damien Maoungou. Commission nationale de lutte contre la corruption et les violences dans les sports. Depuis que nous avons été mis en place, nous avons élaboré un plan de travail articulé sur plusieurs points que nous avons eu l'amabilité de présenter à la presse et à la communauté nationale. Nous sommes en train de préparer des formations pour les sportifs, pour les dirigeants, mais également des formations pour les supporters. Notre approche est de dire, si nous leur apprenons l'importance de leur impact sur la visibilité des sports,
Le bien ou le mal qu'ils peuvent faire, ils agiront en toute compréhension. Ce que les sportifs ne comprennent pas, et ce que les supporters ne comprennent surtout pas, c'est que, à force de mal se conduire, ils font une mauvaise publicité pour leur discipline. La conséquence est simple, les marques commerciales s'en éloignent, et donc les sponsors s'en éloignent. Le manque de compréhension du rôle du supporter. Un supporter, dans d'autres pays, il contribue financièrement à l'accroissement des moyens financiers qui sont mis aux équipes. Je pense simplement que notre travail aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, mais aussi nous assurer que les dirigeants sportifs, dans ce cas particulier les dirigeants du football, sanctionnent très sévèrement les équipes dont les supporters se méconduisent. Du 17 au 19 mars, il s'est tenu à Genève en Suisse, la deuxième édition de Africa CEO Forum qui a réuni plus de 700 dirigeants d'entreprises et acteurs clés de l'économie africaine. Plusieurs PDG européens étaient aussi de la partie. Autre détail dans ce reportage. C'est la fin de la deuxième édition du Africa CEO Forum. Ce mercredi 19 mars, plus de 700 grands dirigeants d'entreprises et acteurs clés de l'économie africaine se sont donné rendez-vous à Genève, en Suisse. Beaucoup d'acteurs leaders dans leur pays n'avaient pas suffisamment de contacts, pas suffisamment de connaissances de l'environnement économique d'autres pays dans lesquels ils pouvaient se développer. Et comme on est à l'heure de l'intégration régionale et de la promotion des flux sud-sud, il nous a semblé intéressant de réunir chacune des régions, d'essayer de promouvoir les échanges. De grandes institutions comme la Banque africaine de développement utilisent ce forum pour communiquer sur leur stratégie de développement en faveur d'un secteur privé africain. Le modèle américain peut ne pas marcher en Afrique. Le modèle asiatique peut ne pas marcher en Afrique. Pareil pour le modèle français. Ce que les Africains ont besoin de faire sont des expériences pour arriver à leur propre modèle qui marcherait dans leur contexte culturel et politique. Un des modèles privilégiés et en devenir est celui de l'aide aux petites et moyennes entreprises. Le forum accueille le Fonds africain de garantie. Il permet d'améliorer l'accès au crédit pour des jeunes PME. Notre rôle, c'est de pouvoir lever les obstacles à l'accès au financement. Le principe, c'est de pouvoir apporter le confort nécessaire aux banques et établissements financiers. Les PME en Afrique, c'est plus de 90% des entreprises enregistrées en Afrique, mais qui malheureusement ne contribuent qu'à moins de 20% de la création d'emplois. L'objectif du Fonds africain de garantie, le AGF, c'est de permettre à ce que ces 90% des entreprises en Afrique puissent créer au moins les 2/3 des emplois. C'est un bon exemple de coopération publique avec les banques en Afrique. En peu de temps, le Fonds africain de garantie a permis 400 millions de dollars de financement à une quarantaine de banques dans 25 pays africains. Une initiative à suivre lors du prochain Africa CEO Forum en 2015. Que disent les canards parus ce mercredi 19 mars dans la capitale? La réponse dans cette revue de presse sélectionnée et commentée pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Bonsoir. Élection ou pas en 2016, Kabila ou pas après 2016, la référence plus titre séjour, le PPRD active la révision de la Constitution. La consort renchérit que les perspectives de l'alternance politique en République démocratique du Congo deviennent de plus en plus incertaines à l'approche de la fin du dernier mandat constitutionnel du président Kabila Joseph. À 32 mois de cette échéance, les bonzes du régime ne dorment plus sur leur laurier et ne tarissent pas en inspiration. Le PPRD a jeté le pavé dans la mare hier en annonçant une pétition de révision constitutionnelle et excluant toute possibilité de tenir les élections en 2016. Mais la stratégie, Machallah et Bochab divisent le camp présidentiel. Dans les mêmes chapitres, la prospérité annonce un titre au contour interrogatif. 2016, agitation ou vrai débat. Pour la consoeur, en prêtant une oreille attentive au parloir qui brume actuellement le ciel politique, l'on est bien tenté de conclure que certains esprits ont parfois des raisons que la raison elle-même ignore. En effet, un débat bourré de suspicions gratuites se cristallise fortement autour de la fin du second mandat de Joseph Kabila. Au fait, partira pas en 2016, tentera-t-il d'impulser l'idée de la révision constitutionnelle, surtout dans son fameux article 220 qui l'empêche de se représenter pour la troisième fois consécutive à la présidentielle. Sa famille politique, la majorité présidentielle, concocterait-elle un tout nouveau stratagème dans le but de prolonger ses jours au Palais de la Nation? Autant d'agitation sur une question dont les concernés n'a pourtant rien dit jusqu'ici. Si ce ne sont que quelques interventions éparses,
de ses lieutenants, dont Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, qui d'ailleurs, dans Jeune Afrique, avait laissé entendre que son chef respecterait la Constitution. Mais cette déclaration à elle seule n'a pas eu d'effet atténuant, puisque la méfiance est toujours vive chez les anti-Kabila. Dans sa chronique du lundi 17 mars dernier, RFI, Radio France Internationale, en a même fait ses choux gras en parlant d'une proposition attribuée à tort ou raison à plusieurs cadres de la majorité et qui, semble-t-il, exhumerait sur scène cette affaire de la modification éventuelle du mode de scrutin pour la présidentielle, suffrage direct ou indirect. Une énième spéculation qui n'a pas manqué de croyants dans la faune et la flore politique congolaise. S'agit-il là d'une simple vue d'esprit, d'un plan B ou d'un véritable débat des sociétés? Qui a raison, qui a tort dans cette sorte de fuite en avant? Que faire pour sortir du bourbier? Les dés sont déjà jetés. Allez à Yakta Est. Pour sa part, le journal Forum des As revient sur le même sujet et titre 2016, l'impératif d'un animateur MP, entendez majorité présidentielle, s'impose. Le journal renchérit que la boussole de l'appareil politique en RDC reste orientée vers l'horizon 2016. Cette année marque la fin constitutionnelle du mandat actuel du président de la République. Et donc, un nouveau processus électoral devra commencer, sans doute avec les élections intermédiaires annoncées quelques années plus tôt, en l'occurrence les locales, les municipales et les provinciales. De ce point de vue, l'enjeu politique reste important. Et puisqu'on en parle, bientôt le secret des consultations seront connus. C'est les dépêches de Brazzaville qui annoncent ces titres. La pression est actuellement exercée sur le chef de l'État pour qu'il livre enfin le secret de ces consultations amorcées au niveau de la classe politique de la perspective de la formation du gouvernement de cohésion nationale. À en croire certaines sources, il serait déjà en possession de toutes les cartes et n'attendrait que le moment propice pour lever le suspense. C'est dans ces cadres qu'il faut situer la rencontre convoquée pour ce mercredi 19 mars 2014 à Kingakati, où il sera notamment question de mettre sur table des questions qui fâchent en rapport avec les enjeux politiques de l'heure. Ça sera tout pour ce soir. Merci et au revoir. Merci à Eric Izami qui a rendu cette revue de presse. Merci à vous tous également qui nous avez suivis à partir de Libreville. J'espère vous retrouver demain à 19h avec le même plaisir pour l'information. Restez branchés sur votre chaîne pour la suite de nos programmes et bonsoir à tous.